Ouais, alors bonjour à tous, désolé pour le petit retard. On essaye de lancer la config pour pas vous faire perdre de temps une fois que le stream sera lancé. Donc aujourd'hui, on va stream une session d'overclocking extrême sur la Maximus 9 Apex et puis un 7700K. Tu coupes un là. Donc aujourd'hui, on va stream une session d'overclocking extrême sur la Maximus 9 Apex. Je coupe sur le stream aussi? Ah ouais, non, je sais pas. Attends, vas-y. Alors apparemment il y a un petit souci micro, ceux qui sont sur le Twitch. Est-ce que vous entendez bien le son ou est-ce que vous avez des problèmes de coupure? Alors apparemment il y a un petit souci micro, ceux qui sont sur le... Sur Twitch, tu coupes pas comme sur Discord. Hein. Ok, bon bah ça va aller alors. Bon ben on recommence. Donc aujourd'hui on va stream une session d'overclocking extrême sur la Maximus 9 Apex avec un 7700K. Et le but du jour c'est de vous montrer un petit peu le BIOS de cet Apex, vous donner 2-3 petites astuces pour overclocker et puis également les voltages qui sont essentiels pour l'overclocking extrême, donc sous azote liquide. Alors bon, les voltages qu'on va voir pour l'azote liquide ne servent pas forcément pour l'overclocking en air, donc en tout cas pas tous. Donc si vous voyez que je vous dis que ça sert à rien de les mettre pour de l'air cooling, ça sert à rien de les pousser, votre CPU va chauffer beaucoup plus, vous risquez d'endommager des choses, donc voilà, essayez de bien suivre ce qui est utile pour vous et ce qui n'y est pas. La carte mère. La carte mère, donc c'est ma carte de backup, donc là Apex, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une carte qui est un petit peu spéciale. Parce qu'elle a un format donc, ATX normal, mais par contre elle a des pistes au niveau de la RAM comme les cartes mères mini TX. Alors pourquoi cette particularité? Plus la RAM va être proche du processeur, et puis plus le signal entre le processeur et la RAM va être stable, moins il y aura de perturbations, et donc plus vous allez pouvoir cloquer la RAM haute. C'est pour ça que la Apex a que 2 slots RAM, c'est pas parce qu'elle est plus cheap qu'une autre, hein, au contraire, c'est juste voilà, pour avoir des pistes vraiment optimisées, et du coup ça fait qu'on peut atteindre des fréquences RAM qu'on peut pas tenir sur une autre carte mère. Autre petite particularité, donc le PCB qui est coupé, là c'est le signe distinctif, il n'y a pas d'autres cartes comme ça à ma connaissance. Niveau étage d'alim, elle est très costaud. Là, il n'y a pas les rats parce que quand je fais des sessions d'overclocking extrême, je les retire tout le temps. Ça évite que les grosses masses en alu prennent le froid et puis que ça précipite la condensation. Donc, même en air, on peut les enlever. Après, si vous faites que de l'air, laissez-les. Si vous faites de l'overclocking extrême, vous pouvez tourner en air et sous azote liquide sans les rats. Autre petite particularité des cartes mères Asus de la gamme ROG, vous avez là les interrupteurs et puis des jumpers, des cavaliers, pour activer entre autres le modèle N2. Donc pareil, le modèle N2 c'est quelque chose qui est utile si vous faites de l'overclocking extrême. Si vous n'en faites pas, c'est pas un bouton magique, hein, vous n'allez pas prendre 200 MHz de plus sur votre processeur, donc inutile de jouer avec si vous restez en température ambiante. À quoi est-ce qu'il sert réellement? C'est dans le BIOS, vous êtes limité sur pas mal de tensions, alors vous êtes limité très haut, et quand vous allez activer le mode LN2, en fait, vous allez repousser les limites et vous allez avoir accès à des tensions qui seront beaucoup plus hautes, qui n'ont aucun intérêt en air, mais qui sous azote peuvent permettre de bencher plus sereinement. Voilà un petit peu pour la Apex. Le site 1700K, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous le présenter. Hein. Hop, le petit CPU Intel, 4 coeurs 8 threads. En air, ça se cloque bien, ça passe 5G assez facilement, et puis sous azote. On va voir aujourd'hui, le but, ça serait de faire une petite session un peu dans le thème des compétitions, où maintenant on a une demi-heure pour sortir un score. Donc à partir du moment où, la session va commencer, je vais essayer de faire le plus gros score possible en une demi-heure pour vous montrer un petit peu comment ça réagit. Sachant que le processeur qui est sur la config actuellement, je ne l'ai jamais testé. Je sais qu'il est bon, on m'a dit qu'il était bon. Par contre, voilà, je ne sais pas s'il a des problèmes sous froid, je ne sais pas s'il va monter très haut en fréquence. Comme je ne l'ai jamais testé personnellement, il va peut-être falloir ajuster un petit peu. Donc c'est un petit peu le défi parce que j'aurais pu prendre un CPU que je connaissais. Mais voilà, après une demi-heure sur un CPU qu'on connaît, c'est beaucoup plus facile qu'une demi-heure sur un qu'on n'a jamais testé. Et puis au niveau de la RAM, au niveau de la RAM, donc c'est des Vengeance LPX de Corsair. Et puis, alors je sais pas si on va voir sur la caméra, c'est un très très gros kit. Ouais.
Bon, c'est pas évident. Tant pis, je vous le lis. Donc, c'est des 4266 en 2 x 8 Go. Donc, c'est des puces BiDi. C'est la meilleure puce pour l'overclocking. Ça prend des timings qui sont très très serrés. Donc, on peut monter à plus de 4000 en 12-12-12. Alors, aujourd'hui, vu que c'est pas le but de la session de serrer la RAM, on va juste la laisser en XMP. C'est déjà de la grosse fréquence. Et puis, si ça marche bien, on fera peut-être une session streaming dédiée à la RAM un autre jour. Mais là, ça risque d'être beaucoup plus complexe et ça passera sans doute pas en une demi-heure. Ouais, placement de produit un petit peu, t'as vu. C'est aussi le jeu, c'est des marques, il y en a plusieurs, hein, c'est des marques qui me font confiance, qui m'envoient du produit, donc c'est aussi normal que je parle de leurs produits, surtout qu'ils sont bons. Ils seraient pas bons, je les utiliserai pas pour de l'overclocking extrême, parce qu'il faut savoir que c'est quand même très dur pour un produit d'encaisser plus de 2 volts sur certains voltages, sur certaines tensions, pardon, et puis des températures de moins 196 degrés, donc on se doute bien que si jamais il survit à ça, ce qui est dans la majorité des cas le cas justement, en air cooling vous n'aurez pas de problème, quoi. Voilà, alors on va passer un petit coup dans le BIOS, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, j'ai mes collègues qui vont m'aider un petit peu sur l'audio. Voilà, donc s'il y a des choses que vous comprenez pas, s'il y a des coupures, s'il y a des choses sur lesquelles je passe trop vite ou que j'ai pas... Voilà, comme je connais pas mal les termes, c'est possible que j'emploie des mots qui vous parlent pas à vous. Donc n'hésitez pas à poser la question et puis on prend un petit peu de temps pour le mettre. Le format c'est une demi-heure, si on dépasse, c'est pas un drame. Surtout qu'on dépassera peut-être, parce que ce genre de processeurs ont parfois des soucis. La pâte thermique, on la remplace pour mettre un produit qui est de meilleure qualité. Le souci, c'est qu'une fois qu'on la remplace et qu'on met du froid, parfois elle craque, on appelle ça. Et donc si elle craque, la session est pas finie, mais pas loin, donc il faut réchauffer pour la régénérer, etc. Donc là, on va perdre beaucoup de temps. Donc on espère que le CPU sera sympa et qu'il va pas trop craquer, quoi. Je vous montre aussi 2-3 petits détails sur la config. Ok, donc sur la config, vous avez le godet pour l'azote liquide, donc c'est un gros conteneur dans lequel on va verser de l'azote liquide et qui va refroidir le processeur, pardon. On ne peut pas verser l'azote directement sur le CPU parce qu'il n'y aurait pas des contacts thermiques assez bons, et puis surtout il n'y aura aucune inertie, donc dès qu'on lancerait un test un peu lourd, la température remonterait très vite. Vous avez un thermomètre, alors je vais essayer de vous le laisser visible pendant la session. Le souci c'est que si vous le voyez, moi je le vois pas très bien, donc on va essayer de se le partager un petit peu. Donc là, le processeur, la session n'est pas commencée, il est à 16 degrés parce que j'ai mis un petit peu d'azote pour pas que ça chauffe trop. Une fois que la session sera commencée, on va voir que la température descend assez vite, et puis on va s'arrêter aux alentours de moins 196 si le processeur veut bien, donc ce qui est la température de l'azote liquide. Ensuite, vous avez ici, alors c'est un petit peu difficile à le voir, le debug LED, ça permet de voir l'état de la carte mère, et quand elle ne boot pas, on arrive à savoir pourquoi. Il y a les petits boutons pour démarrer la carte, pour la resetter, les boutons retry, etc. La carte graphique, alors vous prendrez pas peur, hein, c'est une toute petite carte graphique parce que comme on va aujourd'hui tester que le processeur, on n'a pas besoin d'un monstre au niveau de la 3D. Et puis voilà, globalement, je pense que c'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir pour suivre un petit peu cette session. Et donc on va attaquer dans le BIOS. Donc là le BIOS, j'ai juste fait un clear BIOS, j'ai juste passé l'XMP pour vérifier que tout marchait bien. Par contre j'ai rien réglé. Donc on va prendre les options ensemble. Non. Voilà. J'ai un petit peu du mal parce que j'ai pas l'habitude de stream, du coup pour trouver le bon écran, ça perd un peu de temps. Alors, on attaque dans le BIOS. Donc dans l'onglet principal, qui est l'onglet Extreme Tweaker, vous avez donc le premier profil tout en haut pour choisir si vous voulez l'XMP ou un réglage manuel ou automatique. En général, quand on fait de l'overclocking extrême, on passe en manuel. Si vous voulez pas trop vous prendre la tête sur la RAM, passez en XMP. Généralement, les perfs sont bonnes et puis c'est sans prise de tête, c'est assez facile pour vous. Après, on a le BCLK, donc c'est l'horloge principale de la carte mère. Ça, pareil, c'est quelque chose qui doit parler à tout le monde. Aujourd'hui, on va la laisser à 100. Normalement, le kit RAM l'impose à 103, je crois. On va la laisser à 100 juste pour pas trop s'embêter. On va overclocker avec les coefficients, et puis si jamais on veut affiner à un moment, on utilisera cette horloge. Les corps du processeur, donc là c'est le coefficient du CPU, c'est ça qui va donner la fréquence finale.
Vous pouvez voir tout en haut à droite, il y a donc le petit onglet Hardware Monitor, CPU, et on voit CPU Frequency. Donc actuellement il est à 4200, donc 4200 c'est le ratio à 42 fois le BCLK qui est à 100. Et donc là vu qu'on laisse l'horloge à 100, si on veut par exemple 6G, il faudra mettre 60. Donc là on va se donner pour mission de booter à 6G. Ensuite, on a le ratio RAM, donc là c'est réglé par l'XMP, donc on ne le touche pas. Les timings, dans Control Timing, on ne va pas les toucher non plus. Ici, on a des options qui sont intéressantes. Le Load Line Calibration, donc ça permet d'empêcher le drop du CPU. Quand le processeur, vous lui demandez 1,3 volts et qu'il y a un test lourd qui se lance, en général, le 1,3 il va chuter et vous allez vous retrouver à 1,25 ou 1,24, quelque chose comme ça. Et donc pour empêcher ça, vous avez plusieurs levels. Plus le numéro est gros, plus il va contrer l'effet du drop. Mais si vous mettez un numéro trop gros, donc par exemple level 8, il va tellement contrer que vous demandez un 30 et vous allez vous retrouver avec un 35. Généralement sur les cartes ROG de la série 8 et 9, le level 5 c'est pas mal, ou le level 6. Entre les deux, c'est assez correct. CPU Current Capability, donc là vous pouvez mettre plus 140, comme ça veut pas dire qu'il consommera plus, ça veut juste dire que s'il a besoin de prendre plus, vous lui autorisez. Le Speed Spectrum on désactive. Là on passe en mode extrême, donc c'est les phases d'alimentation. Comme nous on se moque que la configuration consomme beaucoup, on lui dit bah, tu laisses toutes les phases actives, donc c'est possible que les VRM chauffent un tout petit peu plus, c'est possible que la carte elle consomme un peu plus, mais on s'en moque. Donc ce qu'on veut c'est qu'elle donne le plus de stabilité possible. Voilà, donc là on a réglé, donc là c'est un réglage pour l'overclocking extrême, mais vous pouvez mettre ça en air clocking ou en water cooling, il n'y aura pas de problème. Hop, ces voltages là on va pas les regarder, la carte elle gère assez bien en auto, donc on a un autre endroit pour les régler, donc si on les règle bien ailleurs, ici la carte elle est capable de les faire suivre correctement toute seule. Ensuite, au niveau du mode turbo, à part si vous appelez patate, on n'y touche pas, on le laisse enable, sinon ça empêche l'overclocking. Il n'y a que patate qui a un tweak spécial, mais nous on ne le connaît pas, donc on laisse suractiver et ça se passera bien. Le long duration, vous le mettez au maximum, donc vous mettez un chiffre qui est énorme, et puis la carte elle va mettre le plus qu'elle peut. Et comme ça, vous prenez pas trop la tête là-dessus. Le tweaker Paradise, on va revenir dessus, c'est des voltages qui sont intéressants, mais peut-être plus pour de l'overclocking extrême, donc on va rester pour l'instant en auto et puis je passe dessus juste après. Ici pareil, vous mettez le maximum, ça permet au processeur de prendre tout ce qu'il a besoin. Le cache, on va mettre 55, ça devrait être pas mal. Et puis là on va faire une petite interruption, je vais vous montrer un petit peu, pour gagner du temps, je vais commencer à refroidir un petit peu le godet en même temps qu'on réglera après le BIOS. Donc pour vous montrer un petit peu comme ça se passe quand on refroidit, je repasse sur la caméra. Hop. Donc dans les thermos, je vais vous montrer vite fait les thermos aussi. Ouais. Donc on a des thermos, c'est des thermos à café, hein, tout ce qu'il y a le plus classique, on les prend en général en inox, c'est parce qu'elles sont plus résistantes que celles qui sont en plastique et en verre. Dedans j'ai mis de l'azote liquide, alors bon, si je secoue vous allez le voir un petit peu. Okay. Donc j'ai un gros dewar donc derrière moi dans lequel j'ai de l'azote liquide, je le transvase dans le thermos et puis pour pas rapporter un bidon qui fait 50 litres, bah, je le mets là-dedans et c'est avec ça que je verse dans ma configuration. Donc là dès qu'on met de l'azote dedans, on va voir la sonde sur la config. Vous voyez, donc elle est à 6 degrés 3, 5 degrés 2, etc. Et puis tant qu'il y a de l'azote dans le godet, la température va baisser. Une fois qu'il n'y a plus d'azote, vu que le processeur chauffe, la température va remonter. Et puis le jeu de l'overclocker, c'est de mettre suffisamment d'azote pour que la température soit idéale. Si on n'en met pas assez, la température remonte, ça plante. Si on en met trop, ça finit par craquer ou par planter. Et donc c'est pas bon non plus. Là généralement, pour commencer, donc on va dire que les 30 minutes commencent, allez, 18h36. Généralement quand on descend, on essaie de descendre assez lentement pour pas que la pâte craque. Le problème quand on a une compétition et qu'on a que 30 minutes, le temps de descente est pas négligeable et donc ce qu'on fait c'est on descend le plus vite possible en serrant les fesses pour pas que ça craque. Et puis si ça craque pas on a gagné, si ça craque on n'a plus qu'à réchauffer et puis recommencer. Donc là en même temps que je vous présente le BIOS, moi je vais continuer à verser un petit peu d'azote dedans. Le but c'est d'arriver à moins 80 parce que moins 80 la carte elle plantera pas. Et puis à moins 80 c'est suffisamment froid pour mettre des gros voltages. Donc on va pouvoir se permettre d'y aller directement. Après on affinera les voltages sous OS. Alors on continue à descendre.
Le V-Core, ça doit parler à tout le monde, c'est le voltage principal pour stabiliser le cœur. Donc là, on va commencer avec un 7. Donc on met en mode manuel. Un 7 c'est gros, hein, donc on peut se le permettre sous azote liquide parce que le processeur sera très bien refroidi. Si vous êtes en air, commencez tranquillement. Si votre CPU n'est pas des leads, allez-y, je sais pas, 1,3 volts, c'est déjà pas mal. S'il est des leads, vous pouvez pousser jusqu'à un 4. Pour du bench, peut-être un petit peu plus, mais voilà, faites pas les fifous, évitez de mettre un 7 en air, quoi. Le DRAM voltage sur les puces BiDi qu'on utilise aujourd'hui, on peut se permettre de monter beaucoup plus haut, on peut mettre jusqu'à 2 volts pour du bench. Là, vu qu'on est en XMP et qu'elles sont certifiées à 1.4, ben on va utiliser un 4 et puis on va voir si elles arrivent à tenir. Le VCCIO, c'est un voltage du contrôleur qui est intégré au CPU, et donc ça permet de stabiliser la RAM. Et ça permet aussi d'empêcher que le processeur il coupe quand il est trop froid. Donc il y a les deux effets. On va mettre 1,35, 1,35 voilà, ça passe dans le rouge, c'est déjà assez élevé. En air cooling, vous pouvez mettre 1,25 sans souci, 1,30 si vraiment vous avez besoin pour stabiliser votre kit RAM, mais en général il n'y a pas besoin. Et puis si sous froid on voit que le processeur coupe encore, on essaiera de mettre un peu plus de 1,35, mais logiquement 1,35 ça doit être suffisant. Le SA pareil, ça permet de stabiliser la RAM, mais on va le mettre un petit peu plus bas, allez 1,25. Hop, le PLL terminaison, ça stabilise, si je dis pas de bêtises, le cache, mais par contre ça fait chauffer très fortement le processeur. Donc on va commencer avec 1,55, ce qui est déjà beaucoup. En air, laissez-le en auto ou bloquez-le genre à 1,2 ou quelque chose comme ça, si vous ne recloquez pas, même à 1 volt. Parce que vous allez voir, si vous y touchez, le processeur il prend vraiment beaucoup de degrés en plus et ça vous aide pas forcément en air. Donc évitez de mettre trop parce que c'est plus pénalisant qu'autre chose pour vous. Nous, si jamais on voit que le cache ne overclock pas assez ou que le processeur coupe, on essaiera de mettre un peu plus d'1,55. Généralement, on arrête à 1,65 parce que ça fait vraiment chauffer à mort, quoi. Le PCH, on va le lock à 1,1 volts, c'est pour les SATA et tout. Ça sert à rien de mettre plus, votre disque dur il va pas aller plus vite. Le CPU standby, je sais même pas trop à quoi ça sert, donc généralement je mets 1,35, 1,4, c'est suffisant pour le froid. Vous en air, vu qu'il a 1 volt de base, vous pouvez le bloquer à 1 volt, ça devrait être suffisant. Si vous voulez mettre 1,1, il n'y aura pas de risque, mais évitez de monter plus haut, quoi. Donc là c'est les voltages principaux. Le PL thermie sur lequel je vous ai dit, donc ça faisait chauffer beaucoup, ça a aussi un autre intérêt, ça se permet de stabiliser le cache. Donc si on veut pousser notre cache, on a intérêt à monter un petit peu ce voltage là. Là on remonte dans le tweaker paradise, je vous avais dit il y a d'autres voltages qui sont intéressants, c'est surtout pour l'overclocking extrême, donc si vous overclockez en air ou en water, vous n'avez pas besoin de le modifier. Le DMI voltage, c'est ce qui va gérer les ports PCI, donc votre carte graphique. En air, vous laissez en auto, il n'y a surtout pas besoin d'y toucher. Sous azote liquide, on monte, donc 1,65 à 1,85, c'est pour empêcher le processeur de couper quand il est trop froid. Sinon, on perd l'affichage en fait. Et puis si on perd l'affichage, ben, c'est beaucoup moins pratique à bencher. Le Core PLL, ça permet pareil d'empêcher le processeur de couper quand il est trop froid. Vous laissez-le en auto. Moi je vais coller 2,2 pour commencer. Et si jamais ça coupe, on montera à 2,3, 2,4. Sur Asus, je crois qu'on est bloqué à 2,4. Le internal PLL, ça permet de stabiliser les coefficients RAM. Alors je sais pas pourquoi, mais si on ne le met pas à la bonne valeur, donc la bonne valeur, on s'est conseillé de mettre 1,1. Si on met moins de 1,1, donc on laisse à 1 volt, il y a certains coefficients qui sont très hauts, genre 60, 61, 62, qu'on peut juste pas appliquer. Dès qu'on applique le coef, même si le processeur est stable, ça plante. Donc voilà, il faut bien penser à mettre ça. J'ai perdu beaucoup de temps sur mes premières sessions sur Z270 à cause de ça. Donc maintenant, je l'oublie plus. Et le PLL bandwidth, donc là c'est des levels, généralement on met level 2 ou level 3, c'est pour le froid. En air, vous laissez en auto, c'est pareil, ça va bien. Et si jamais on a des problèmes que le processeur coupe, on peut essayer de monter un petit peu. En fait, il y a pas mal de voltages qui sont de ce type-là, c'est-à-dire qu'on met une valeur, et si le processeur tient à moins 196, on n'y touche plus. Et si le processeur coupe, on essaie de les monter tous ou un par un pour empêcher le crash. Alors, quoi d'autre à régler? Dans Advance, vous pouvez couper les ports, comment ça s'appelle? Les ports Ethernet, vous pouvez couper les modules Wi-Fi, les Thunderbolt, enfin ce genre de choses si vous voulez. Aujourd'hui, vu qu'on ne cherche pas à casser du record du monde, on va pas perdre trop de temps là-dessus. On va en couper un ou deux histoire de. Puis ça ira bien. Autre chose importante quand vous cloquez, que ce soit sous azote ou en air, le CPU de FastSpeed, moi j'ai pas de fan branché dessus, donc tous les démarrages il va m'embêter en me disant que j'ai pas de ventilo, il voudra pas que je démarre, donc je lui dis juste s'il n'y a pas de ventilo je m'en fiche. Et un autre truc, le CPU Core Voltage, il le surveille, donc là on a un 16, donc ça va bien. Par contre, quand on va lui mettre un 7, la carte elle va nous alerter en disant qu'il y a trop de volts. Et donc pour nous laisser démarrer, pareil on va lui dire arrête de surveiller cette tension là, et puis comme ça, ça partira bien. Hop.
le boot en principe, j'ai que... Je vais retirer la clé USB. J'ai qu'un SSD, donc il n'y a pas besoin de s'embêter à changer les paramètres de boot. Et puis là que mon profil est fait, je vais le sauvegarder, ça évitera de recommencer à zéro si jamais je me suis planté. C'est fort possible que je vais oublier quelque chose. Donc profil name, on va mettre LN2, premier essai. Hop. Et voilà. Ben voilà, maintenant on va attendre d'être à moins 80, donc je vais rester dans le BIOS, je vais vous laisser voir un petit peu la température qui descend. On a à moins 90, et donc là on doit pouvoir envoyer les volts. Donc n'oubliez pas, la température, vous pouvez la suivre sur cet écran là. Et puis l'objectif pour faire du gros score, voilà, c'est d'atteindre les moins 196 sans que le processeur crache. Alors un petit détour sur le chat, le temps que la carte boot. Alors hop. Alors si j'ose en water et que je me fous de la console électrique, est-ce que je peux pas aller en extrême, les power duty et phase? Ouais, tu peux. Quand tu veux faire un overclocking qui est bien stable, tu peux mettre tout en extrême. Je te conseillerais, si c'est vraiment du H24, essaye en extrême, essaye en normal. Si tu vois pas de gain, ben, tu les laisses en normal, ça sert à rien de consommer plus pour rien du tout. Ouais, faut penser aussi à regarder les températures, parce que du coup, quand il est en extrême, toutes les phases sont allumées, donc c'est possible que ça chauffe un petit peu plus au niveau des VRM. Alors la vitesse de descente, ouais, c'est le godet, j'ai pas encore fait le placement de produit sur le Beast. Le Beast, c'est un godet qui est fait par Der Bauer, donc c'est un overclocker allemand qui bosse avec Case King et qui fait des produits de super qualité. Que ce soit les godets CPU et les godets GPU, c'est vraiment le top. Alors ils sont pas donnés hein, entre vous et nous. Ils sont un petit peu chers, mais par contre, il n'y a rien de mieux. Donc c'est un investissement parce que le godet, une fois qu'on l'a pour sa vie entière. Donc si on est un petit peu, je vais pas dire au niveau, mais si on a déjà cloqué un petit peu, qu'on sait qu'on aime ça et puis qu'on veut pas s'arrêter dans 2 semaines, c'est un investissement qui peut s'avérer intéressant. Après, si vous débutez, il n'y a pas besoin de mettre 400 € dans un godet pour débuter. Il y a des modèles qui sont plus petits, qui sont beaucoup moins chers et qui conviendront très bien à votre utilisation. Wiz regarde son stream là, record, je comprends pas. Ok, bon, je sais pas, c'est du patate. Patate, il nous a encore fait une patate, il doit être à côté de la plaque. Ouais, la Mobok est gravée Wizerty. Et puis, bah, elle vient de Taïwan directement, ils me l'ont envoyé, donc c'est le sample Wizerty, c'est eux qui l'ont fait, comme ça j'ai même pas eu besoin de m'embêter à le faire. C'est une petite attention, ça coûte rien du tout, une petite plaque Wizerty, mais quand on la reçoit, ça fait chaud au cœur de se dire qu'ils ont pensé à nous et puis ils nous ont fait une petite carte mère dédiée, quoi. Alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble aussi, pour ceux qui n'ont jamais vu, à quoi ressemble le bidon, et puis vous allez voir pourquoi on passe par des thermos. Hop, voilà. Donc ça c'est le bidon pour contenir l'azote liquide. Donc dedans celui-là tu as 25 litres. Donc en gros tu as à peu près 25 kg d'azote, plus le poids du bidon. Et donc tu imagines bien que si tu dois porter ça au-dessus de ta config, il y a une chance sur 2 déjà que tu en foutes partout parce que tu vas fouiller beaucoup trop vite. Et puis qu'il y a un moment ou un autre il ripe des mains et puis que tu casses tout, quoi. Alors on repasse sur l'écran. Voilà. Hop. Donc là aujourd'hui on va se faire du Cinebench R15 parce qu'il est facile, parce qu'il est joli à regarder et puis que ça marche bien. Donc pour voir les fréquences, une fois qu'on est sous OS, on utilise le soft qui s'appelle CPU-Z. Et donc dans CPU-Z, dans CPU-Z vous n'allez pas avoir grand chose. C'est pas joli. C'est la carte, j'ai un problème avec ma carte qui est en basse résolution, donc malheureusement ça va pas être très agréable à regarder. Tant pis, j'essaie de vous montrer quand même. Donc là où je bouge ma souris, c'est la fréquence, donc là on a 6 GHz pour 1,7 volts. Donc c'est le premier boot, le CPU on espère qu'il n'a pas encore craqué. Pour vérifier s'il craque, on a un petit soft qui montre les températures des cœurs. Donc ils vont pas en dessous de 0 degré, donc tant qu'elles restent à 0 degré, c'est que le processeur chauffe pas trop. Et même si on est sur la config actuellement à moins 130, si jamais la pâte thermique craque,
on est à moins 130 sur le godet, et pourtant on va voir que l'intérieur du CPU repasse en positif. Donc ça vous donne un petit peu la puissance du processeur, enfin la vitesse à laquelle ça chauffe. Moins 130 d'un côté, et puis de l'autre côté on remonte à plus 30, plus 40, etc. Donc on garde souvent un œil sur ce petit soft, et si on voit que les températures repassent en positive, c'est que la pâte thermique a craqué, et dans ce cas-là, eh ben, on est obligé de réchauffer pour la régénérer. Hop, 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 voilà. On continue donc à descendre un petit peu. Là, on est arrivé à moins 100, à peu près à moins 140, donc moins 140, ça doit être suffisamment froid, je pense, pour tenir du 6G, donc on va voir. Voilà, donc là 6 GHz, ces CPU-là, comme je vous disais, si vous benchez chez vous en air ou en water cooling, en général, arrivé à 5G, 5G1, 5G2, ça commence à vraiment avoir du mal et il faut des gros voltages. Là, on voit que premier boot, 6G, c'est vraiment facile, et encore, on n'est même pas complètement froid. Hop. Alors, tu veux aussi, Postalou, tu veux aussi un tour de cou FFOC, t'inquiète pas, quand tu viens à la maison le prochain coup, t'en auras un. Je pourrais pas te donner des épées et puis des boucliers, mais le tour de cou, je pourrais t'en gérer un, quoi. Excuse-moi? Mais la scène où il y a la caméra. Ah, c'est pas faux. Hop, j'avais oublié. Ah, salut collègues, donc avec nous sur le... Je sais pas si vous les entendez, parce que je suis pas très familiarisé avec le stream. Aujourd'hui sur le Twitch là, il y a aussi Newell et puis Orion qui sont des clockers extrêmes qui streament un petit peu, et qui sont là pour me filer un petit coup de main, parce que voilà, je vais avoir du mal à tout suivre tout seul. Donc si jamais vous avez des questions, c'est peut-être eux qui y répondront. Alors là on a vu, qu'est-ce que j'ai fait là? Bah, j'ai repassé à 6G, je sais pas pourquoi, j'aimais bien, c'est tranquille. Donc là la température, on est à moins 155, et là à moins 155, je sais pas si vous entendez, je vais essayer de vous approcher le micro un petit peu. À moins 155 le godet, il fait du bruit, il est content. Et quand on cloque, c'est une température qu'on aime bien, ça. Alors pendant que le soft tourne, on va monter un petit peu. Donc dans Turbo V, c'est un logiciel Asus, j'espère que vous m'entendez quand même malgré le bruit du godet. C'est le logiciel Asus qui permet de régler tout sous OS. Donc il est très léger et il permet d'avoir accès à quasi tous les paramètres du BIOS au niveau des voltages et des fréquences. Donc là on va commencer à mettre un petit peu plus de volts, pas que 1,7 c'est pas beaucoup, mais comme on est très froid on peut se permettre de mettre plus, donc on va mettre 1,76. Et puis on va pousser au niveau des coef. On m'a dit que le CPU était bon, donc s'il n'est pas bon, il y en a un qui va se faire tirer les oreilles. On va y coller directement 6,4. Donc là on est à moins 165. Ah, le son c'est juste monstrueux quoi. Alors là pour l'instant on n'a pas encore eu de crack. Donc là si ça continue à bencher c'est plutôt bon signe, parce qu'en général quand ça craque pas tout de suite, bah, on a de l'espoir que ça tienne plus longtemps. Voilà, donc là le godet il est très froid, on va attendre que le bench finisse, et puis on serre les fesses pour pas que ça plante. Pour l'instant c'est bon signe, c'est bon signe. Là la température, vous voyez, donc je vous disais l'azote liquide c'est moins 196. Mais comme il y a un petit delta entre le godet, l'azote liquide, la sonde, etc., le godet il s'arrête à moins 189. Il faut penser aussi que d'un côté il y a l'azote qui refroidit, par contre de l'autre côté, dessous, il y a le processeur qui chauffe à mort, et donc c'est normal qu'entre les deux, ben, on ne soit pas pile poil à moins 196. Là je relance à 6K, c'est juste parce que comme je discute un petit peu avec vous, j'ai pas l'habitude de tout faire en même temps, et si on attend trop longtemps sans runner, il risque d'avoir des... donc sans lancer de run, il risque d'avoir des trucs qui gèlent, et puis ça serait pas très bon pour la suite de l'expérience, on va dire. Là je mets un petit peu plus de volts, alors pareil je le fais en train de runner, il y a des clockers qui vous diront touche jamais pendant que tu runs, patati patata, ça va pas aller. Si j'essaie de faire un record du monde, clairement il faut pas toucher à quoi que ce soit, il faut même fermer les logiciels avant de lancer le run, parce que s'il y a des logiciels qui sont ouverts en tâche de fond, bah, ça pénalise un petit peu les performances. Là on s'en fiche, c'est juste pour voir un petit peu les fréquences, dégrossir un peu ce que prend le processeur. Donc on y va un peu en raw power comme on dit, hein, c'est de la force brute. On balance de la frec et puis on voit comment ça réagit.
Donc là, j'ai juste mis un coef de plus. Donc là, tous les cœurs, ils sont à 6,5. Normalement, c'est pareil. Vous le voyez sur CPU-Z. Je me trompe de souris. Vous le voyez sur CPU-Z, normalement, à cet endroit-là. Malheureusement, les infos sont pas visibles. Alors, oula, il y a des questions sur le chat. Je vous propose, je fais encore un petit cran ou deux, et puis on se fera une petite interruption pour répondre aux questions du chat, si ça vous va. Quand ça marche bien, il faut pas trop s'arrêter, parce qu'on sait jamais pendant combien de temps ça va bien marcher. Donc là... Ok, bah nickel. Là, il faut savoir, donc on a 6,6 maintenant, 6,6 au premier boot. On a commencé à 38, il est 53, donc ça fait pas encore une demi-heure. 6,6 sur un CPU qui est pas très bon, clairement ça passe pas. Les moins bons CPU que j'ai eu, ils bloquaient à 6,4 en se donnant de la peine. 6,5, 6,6 c'est déjà du bon CPU qui est déjà trié. 6,7 c'est du très bon CPU et 6,8 c'est du golden, genre qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde et que tout le monde en voudrait un. Et qu'on espère en avoir un aussi. Hop. Donc là je suis à 6,7. Ah, j'ai plus d'azote. Alors pareil, là, quand je mets de l'azote, donc je vais vous montrer un petit coup le godet. Hop. Quand je mets de l'azote dans le godet, là, vous voyez que j'en mets de manière assez importante. Comme le processeur, il est à moins, il est à fond, quoi, il est au plus froid possible, et il n'a pas eu de problème. Une petite interruption du fiston, oui. En fait, à quelle heure tu veux manger et tu vas manger où? Je mangerai avec vous et je mangerai dans une demi-heure. D'accord. La porte. Ouais, c'est aussi les aléas du bench. C'est pour ça qu'on n'est pas toujours super précis quand on cloque avec une famille, parce qu'il y a toujours les petits qui viennent un petit peu poser des questions et tout. Donc je disais, ouais, là comme le processeur il tient moins 196 et qu'il n'a pas planté, on peut se permettre de mettre beaucoup d'azote liquide dans le godet, et puis c'est beaucoup plus facile pour nous parce qu'on n'a pas besoin de surveiller la température. On le remplit en gros et puis ça se passe bien. Alors on n'en met pas trop non plus, parce que si jamais le PC il plante, parce qu'il est plus stable, et qu'on a mis plein d'azote, il va falloir évaporer tout l'azote qui est dedans avant de redémarrer, et là c'est pénible. Donc il faut en mettre suffisamment pour être tranquille, mais pas trop non plus pour... Par contre, si le processeur il plantait par exemple à moins 150 ou moins 160 degrés, là on serait obligé de mettre pile poil la quantité, et puis vous verriez que je passe mon temps à mettre de l'azote dans le godet et puis à regarder les sondes, et du coup je pourrais pas trop parler avec vous. Donc le run à 6.7, est-ce qu'il va passer? Pour l'instant il se lance. Le week-end dernier on était avec Orion et puis Newell, donc à la Gamers Assembly, puis d'autres clockers, et donc il y avait la finale du World Tour en France. Et donc on a fait, j'ai affronté Newell en demi-finale, et puis j'ai perdu. Mon processeur, pour vous donner une idée, il passait pas les 6.5, puis je crois que si je suis Newell, il était à peine 6.6. Donc là, clairement, si un de nous avait eu ce processeur-là, il gagnait la finale très facilement, parce que les processeurs qu'on avait ce jour-là étaient beaucoup moins bons que celui-ci, quoi. Hop. Alors là on va commencer à aller plus doucement, même si j'ai jamais testé le processeur. 6.7 c'est déjà très haut, et puis le 6.8 j'y crois pas trop, donc on va essayer d'affiner un peu. Alors hop, je vous remets un petit peu ce qui se passe à l'écran. Donc voilà, là sur TurboV tout à l'heure on changeait les ratios qui sont ici, donc on laissait l'horloge à 100 et puis on montait les coefs, donc 65, 66, 67, donc ça faisait 6 Go 5, 6 Go 6, 6 Go 7. Et là si je mets 6.8, je pense que le processeur il tiendra pas. Donc au lieu de mettre 6.8 directement, vu qu'on peut pas mettre de demi-coef, je vais monter un petit peu le 100. Et en mettant le 100 à 100.6 fois 67, ça va me donner quelque chose qui va être de 6740. Donc là je vois l'information ici, c'est pas que je suis ultra doué en maths, c'est juste c'est écrit dans CPU-Z, c'est pour ça que j'ai eu un petit délai de réponse. Hop. Alors, on va voir ce que ça donne. Je sais pas dans le chat si vous pouvez me dire c'est quoi le record. Le record en France, il est de combien? Donc là j'ai mis 1,8 volts. Parce qu'à 1,78 c'est pas passé. Donc on va voir si le processeur aime les volts. S'il aime les volts, on devra aller plus loin. S'il aime pas les volts, parce qu'il y a un moment, mettre plus de volts, c'est comme vous en air. En air, non, ça s'annonce pas très bon. On va essayer de mettre encore plus. 1552 pour 6860. 1552 le record. Ouais. Pour quelle fréquence? 6860.
Ah, c'est pas le record français ça. Ah, tu veux le français? Ouais, ça doit être... C'est Orion, non, qui a le record français? Je sais pas, tu sens que j'ai un. En même temps, on fait un page. Hop, C'est Orion 1515 pour 6734. 1515 pour 6700. 34. Alors, 1515, 6734. Hop. Eh ben, on va essayer d'aller chercher Orion alors. Pour Non, l'instant. mais t'as pas de Goes, c'est même pas la peine d'essayer en fait. Ah, il pense que je vais pas y arriver, c'est ce qui est fort possible, hein. On va essayer de mettre un petit peu moins de vol. Donc la PLL thermie, je vous ai dit, ça aide à stabiliser le cache. Alors là, le cache, il est très très bas, hein. Ça aide à stabiliser le cache, mais ça chauffe beaucoup. Donc en mettant moins, on pourra monter moins haut le cache. Par contre, vu que le processeur chauffe moins, on pourra peut-être passer un peu plus haut en fréquence. Donc faut espérer, on va voir. Donc là, vu qu'on veut faire un score maintenant, on pense à fermer tous les logiciels. Après, il faudrait tweaker le Windows. Là, le Windows, il n'est pas tweaké du tout, donc on ne sera pas très efficient. C'est-à-dire que pour la même fréquence, on doit pouvoir faire plus de points que ce que je vais faire. Et ben ça veut pas. On va baisser la fréquence du coup, puisque monter les volts, ça aide pas. Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est baisser en frec. Et du coup, ça va être plus compliqué à aller chercher Orion, parce que si on a moins de frec et qu'en plus on n'a pas travaillé sur l'efficiency. Alors là, le godet, on entend, il fait glouglou, et c'est bien pratique qu'il fasse glouglou, parce qu'on sait que tant qu'il fait glouglou, c'est qu'il y a de l'azote qui s'évapore dedans. L'azote, quand il s'évapore, c'est comme quand vous avez de l'eau qui bout dans une casserole, hein, elle finit par s'en aller, sauf qu'au lieu de s'en aller à 100 degrés, ben, elle s'en va à moins 196. Et c'est bien pratique parce que quand on regarde notre écran, qu'on est en train de faire du Twitch, qu'il y a le petit qui nous parle, ou etc., tant qu'on entend le glouglou, on sait qu'il y a de l'azote dedans et que ça va bien. Et puis bah, dès qu'il n'y a plus d'azote dedans, eh ben, on sait que ça va plus. Alors là, le score, il est super mauvais, non? Là, on a fait 1459. Non, mais t'as pas le cache là. C'est pas faux. Donc on va essayer de cloquer le cache, voir si ça aide. Je suis pas sûr que ça aide beaucoup. Mais comme on est vraiment très bas, on va pouvoir monter. Et hop, on passe de 5,5 à 6,2. Ah, bah ça a pas voulu. Alors là, hop, hop, hop. Bon bah là, quand ça veut pas, et puis que j'appuie sur reset et ça redémarre pas, parce que le cache en fait ça verrouille la carte mère. Ce qui veut dire qu'on va devoir la couper et la redémarrer. Et le problème, c'est que quand on la coupe et qu'on la redémarre, souvent elle ne veut pas redémarrer quand elle est trop froide. Donc on va voir si elle est chiante ou pas. Voilà, donc là, je vais vous mettre pour voir un petit peu comment ça se comporte. Vous voyez sur le debug LED ici, il y a 0,0. Et donc 0,0 en général, c'est soit que le processeur est mort, soit que la carte mère est morte, soit, et on espère que c'est le cas, que c'est trop froid. Là, c'est la config. Là, c'est la config sur le ventre. Elle y était, c'est juste que tu as un décalage. Donc, allez. Le petit truc sympa et puis le petit truc badass aussi. Pour refroidir, on a de l'azote liquide, moins 196, on verse, la température descend. Par contre, quand on veut que la température remonte et que le processeur ne peut pas démarrer parce qu'il est trop froid, ben, on peut souffler dessus, mais ça met 1000 ans. Ou on achète une petite torche, un petit chalumeau comme ça, c'est un truc de plombier. Alors, je vous dirai pas à quelle température ça sort, ça doit être plus de 1400 degrés, je crois. C'est 2400 marqué sur la. Bon, apparemment 2400, merci nul. Donc 2400 degrés, quand on colle ça dans le godet, forcément ça remonte. Mais après, le godet il est très lourd, hein, il fait 2-3 kg. Donc même si on est à 2400 degrés dedans, il faut quand même un petit moment pour que la température remonte. Donc là, pensez bien à regarder, donc là, si je vous montrais avec la souris, ça va pas aller. Sur l'écran, donc on est toujours à moins 190. Voilà, et donc là, j'ai fini d'évaporer l'azote qui était dedans, et donc comme j'ai fini d'évaporer l'azote qui est dedans, je commence seulement à remonter la température. Donc vous imaginez, si j'avais mis 1 litre d'azote dedans, avant que la température commence à ne serait-ce que remonter un tout petit peu, il aurait fallu que je torche. Quand on utilise ce truc-là, donc le chalumeau, on dit qu'on torche. Il aurait fallu que je torche pendant très longtemps, quoi. Alors, moins 170, en général, moins 170, ça redémarre, sauf si on a un processeur qui est vraiment très pénible ou qu'on a tué quelque chose. Voilà. Donc là, vous avez vu le debug LED, j'ai demandé à la carte de redémarrer, et il est passé de 0,0, donc à je peux pas démarrer, à j'initialise la séquence de boot.
Donc on sait qu'à moins 196, la carte n'est pas capable de redémarrer. Par contre, à moins 70, elle est capable. Alors je sais pas, on essaiera d'affiner le prochain coup, peut-être essayer moins 180 ou quelque chose comme ça. Et donc cette température, la température à laquelle la carte mère fonctionne mais qu'elle ne peut pas redémarrer, c'est ce qu'on appelle le CBB, le Cold Bug Boot. Donc Cold Bug Boot CBB. Et quand il est très bas comme sur cette carte, donc à moins 170, c'est facile parce que quand le processeur plante à moins 200, on a juste à monter à moins 170 et ça redémarre, donc ça c'est facile. Sur d'autres cartes, il est à moins 120, voire à moins 80 ou moins 90, des choses comme ça. Et là c'est très fatigant parce qu'à chaque fois que la carte plante, on est obligé de chauffer à la torche jusqu'à ce que la température arrive à moins 120. Et en gros on passe notre temps à monter, descendre et on bouffe beaucoup de gaz et puis beaucoup d'azote liquide. Allez hop, on est reparti, on va relancer un petit run, toujours pareil, vérifier que le processeur n'a pas craqué, donc la pâte thermique n'a pas craqué. Là vous voyez les sondes, je vais essayer de vous le remettre. Hop. On voit là donc, la température sur le core temp, elles sont toujours à 0 degré, donc c'est qu'il n'y a pas de problème, la pâte n'a pas encore craqué, donc on va pouvoir refaire un essai. Je vais y aller un petit peu moins violemment sur le cache, on va essayer 6G. Donc là je remets le V-Core 1.81 ou 1.82 comme on était tout à l'heure. Le PLL thermie j'ai remis un 55 parce que 1.5 ça nous a pas aidé et puis ça pénalise le cache. Donc vu que passer de 1.55 à 1.5 ça aidait pas. Autant le laisser à 55 et pouvoir monter le cache plus haut. J'ai remis 67 sur le coefficient du processeur et j'ai mis le cache à 60. On applique, hop, c'est appliqué. Avant de relancer, comme on est quand même haut en fréquence, il faut qu'on s'assure d'être sur la bonne température. Là, si je lance un run à 6.7 avec seulement moins 170, le processeur, il n'y a aucune chance qu'il soit stable. Plus le processeur va être froid, plus il est stable. Le souci, c'est qu'on n'a pas de liquide qui est plus froid que moins 196 à la maison. Déjà, tout le monde n'a pas d'azote liquide. Et puis, les choses qui sont plus froides que l'azote liquide, c'est extrêmement rare, extrêmement cher. Donc, on peut malheureusement pas se l'offrir. Voilà, donc là, le godet, il est froid. On voit même la couche, même l'intérieur du godet, il commence à être tout gelé. Alors, il faut éviter de se verser de l'azote liquide sur les doigts, il faut éviter de s'en mettre dans les yeux, il faut éviter d'être pieds nus si on en renverse par terre, etc. Là, quand on utilise, on a des mesures de sécurité, on ne fait pas n'importe quoi avec. Si jamais je touche le godet, ça se passe bien, il ne faut pas laisser la main trop longtemps dessus, parce que sinon vos doigts ils collent dessus, puis c'est pas très agréable. Hop. Alors on a dit le score d'Orion était de 1515 je crois. Oh bah on a encore du chemin, hein. On a encore du chemin. Il faudrait que je vérifie, j'ai peut-être pas la bonne version de Cinebench. Je sais pas exactement ce que j'ai. Non, si c'est la bonne. Alors, eh ben, on va essayer de mettre en temps réel. Alors le temps réel, le problème c'est que c'est pas très joli. Donc on va juste faire un ou deux essais, c'est pour vous montrer un petit peu le genre d'optimisation. Et à la fin de ce run là, si c'est pas passé, on arrête. Donc le temps réel, en fait, c'est on va demander à Windows d'allouer toutes ses ressources au benchmark et puis d'ignorer tout ce qui se passe à côté. Et il va tellement bien le faire que normalement quand on lance le test, vous voyez des petits carrés qui apparaissent. Chaque carré, c'est une partie de l'image qui est traitée par un cœur du processeur, donc un cœur logique. Donc là, comme on a un processeur qui a 4 cœurs et 8 threads, on a 8 threads logiques, enfin, on a 8 cœurs logiques, et donc il y a 8 petits carrés qui traitent l'image. Et là, comme on lui a demandé d'allouer toutes ses ressources au programme, il va même plus pouvoir afficher ce qu'il est en train de faire. Donc là, derrière, ça continue à tourner, hein, vous avez l'impression que c'est freeze, mais ça continue à tourner. Et généralement, en faisant ça, le score est un peu meilleur. Une autre façon aussi de faire un gros score, c'est en le relançant plusieurs fois de suite. Il y a des scores qui sont un peu plus élevés que d'autres. Des fois le score est pas bon, des fois le score est un peu plus haut. C'est ce qu'on appelle les golden run.
Par exemple, on va lancer 5 fois de suite à la même fréquence, on va faire 1460, 1460, 1460, et à un moment on va peut-être faire 1480. C'est juste un petit coup de pot. Alors là, on va le screener, parce que je crois que j'ai jamais fait plus, enfin je suis pas sûr, mais c'est pour pareil, c'est pour vous montrer un petit peu comment est-ce que ça se passe. Quand on a fait un score, pour pouvoir le soumettre donc, sur HWBot, qui est une base de données où on met tous les scores des overclockers, il y a des règles à respecter, parce que sinon c'est trop facile, on dit qu'on a fait un score de fou, et puis même si on ne l'a pas fait, personne ne peut le vérifier. Donc on doit soumettre notre score avec une capture d'écran qui montre le score et qui montre aussi les fréquences à laquelle on a exécuté le benchmark. C'est pour s'assurer qu'on utilise le bon produit, qu'on a utilisé les bons voltages, les bonnes fréquences, etc. et qu'on n'a pas fait n'importe quoi. Je vous montre juste après, il faut de l'azote. Alors, du coup, hop, on met un petit peu d'azote que ça soit tranquille le temps qu'on fasse le screen. Il faut lancer plusieurs sessions de CPU-Z. Donc CPU-Z, ça nous permet de voir le modèle du processeur, parce que chaque score est attribué à un processeur. Et donc si on fait ce nombre de points avec un 7700K, ou si on le fait avec un Sempron 145 ou avec un 6950X, on imagine que c'est pas la même difficulté et que ça va pas être le même nombre de points derrière. Donc on ouvre la fréquence, la fenêtre principale de CPU-Z pour voir le nom du produit, la fréquence. On ouvre... Ouais. Le rendu. Ah, cache pas le rendu. Ah, ouais. Il y a une nouvelle règle. Ouais, bon, je pense pas qu'il m'embêterait avec ça. Il y a une nouvelle règle sur HWBot où on doit voir tous les pixels de la scène. Et donc, par exemple, si je mets CPU-Z comme ça, il y a une partie que je vois pas. Et en fait, il y a des gens qui se sont mis à tricher en enlevant une partie de l'image que le processeur devait calculer. Et donc forcément, s'il n'y a plus l'image à calculer, ben, le processeur, on se doute bien qu'il va aller plus vite au bout. Et donc pour montrer qu'on n'a pas triché, on doit laisser l'entièreté, enfin, l'image en entier visible. Donc le CPU-Z, la fenêtre principale, le CPU-Z, la fenêtre de la mémoire. Donc on voit la mémoire qui est proche de son XMP. Hein. Et puis après, là c'est optionnel, c'est juste pour nous si on a envie. On peut mettre aussi la carte mère. Donc là, vu que c'est une carte mère qu'Asus m'a envoyée, c'est normal aussi que je leur fasse un petit coup de pub. Et puis on peut mettre... le SPD, donc le SPD c'est les caractéristiques des barrettes de RAM qu'on a mis. Donc là on voit voilà, les Corsair Vengeance et puis on voit l'XMP qui est donc à 4266. Là sur CPU-Z ça monte toujours la moitié. Une fois qu'on a fait ça, alors en principe hein, quand on a un gros score, qu'on a un record du monde, on ouvre les fenêtres le plus vite possible, on surveille les températures et puis on fait le screenshot le plus rapidement possible parce que si le PC plante et qu'on n'a pas fait la validation, bah, en gros on n'a aucun moyen de prouver qu'on a bien fait le score et donc c'est comme si le score n'existait pas. Donc voilà, là j'ai double-cliqué sur mon logiciel, ça a dû envoyer l'image dans le dossier photo de l'ordinateur qui doit avoir déjà plein d'images. Hop. Donc voilà, j'ai fait ma capture d'écran, j'ai la preuve que j'ai fait mon score, et donc je pourrais soumettre ça sur HWBot pour améliorer mon nombre de points dans le classement des overclockers et puis essayer de rattraper un peu les gens qui sont devant moi. Alors là aujourd'hui avec un score comme ça, je ne vais pas faire beaucoup de points, ça ne va pas m'apporter grand chose, c'était plus pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là on est toujours loin d'Orion, on va essayer de remettre un petit peu plus de fréquence en espérant qu'il veuille y aller, sachant qu'il ne voulait pas juste avant, j'y crois pas trop, mais sait-on jamais. Hop. Le problème du temps réel, c'est que comme je vous ai expliqué, donc le moteur d'affichage ne peut plus tourner parce qu'on demande la priorité au temps réel au moteur de calcul. Le souci, c'est que si ça plante, on s'en aperçoit pas. Donc, des fois, on attend un petit peu comme des blaireaux que le score s'affiche et il s'affichera jamais parce que ça a planté derrière. Bah, par exemple, là, ça a l'air d'être le cas parce que si je bouge la souris, la flèche... Ah non, c'est revenu. Donc là, le score est moins bon. 1480, c'est moins bon, non? J'ai déjà oublié. Ouais, t'avais fait une encore. Et du coup, il a passé Cinebench à, que je fasse un petit peu mes notes en même temps, 6735. Hop, je vais prendre ça en note. Alors c'est important de prendre des notes quand on overclock parce que comme on passe beaucoup de matériel, et puis qu'on n'a pas envie à chaque fois de rechercher les bons réglages, rechercher les bons voltages, etc.
il y a meilleur temps de mettre ce qu'on a réussi à faire, comme ça la prochaine fois, eh ben, je vais pas dire qu'on attaque à fond, mais on attaque beaucoup plus proche de la limite, et on ne perd pas le temps à faire des runs à 6, à 6.1, à 6.2, à 6.3, etc. Genre là, le processeur, on voit qu'il est facilement à 6.6+, donc le prochain coup que je l'utiliserai, ben, je partirai directement à cette fréquence. Là, il est 19h12, donc voilà, en gros, on a fait à peu près une demi-heure de séance d'overclocking extrême, donc si c'était une compétition, j'aurais déjà parlé beaucoup moins, mais elle serait finie. Et donc là, le score que j'ai effectué, le plus gros score, 1485, ça serait le score qui est retenu. Et puis si mon adversaire, ben, pendant la même période de temps, n'a pas fait mieux, j'ai gagné. S'il a fait mieux, ben, j'ai perdu. Alors comme nous, on n'est pas en compétition, on va essayer d'aller un petit peu plus loin quand même. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, donc on a rebooté pour l'instant une seule fois. Hop. Le processeur aussi, donc tout à l'heure il passait pas à la fréquence, il passait pas un peu plus haut. C'est possible que la carte mère était très chaude, enfin était chaude, on va dire pas très chaude, mais elle était chaude parce qu'on venait de commencer. Là, le fait que le godet soit très froid, la température de la carte mère va baisser, le froid va se répandre un petit peu sur la carte, et puis il y a un moment où on va peut-être gratter quelques mégahertz parce que la carte est à la température idéale. Si on attend trop, la carte va se refroidir, et puis après on va pouvoir bencher moins haut. Donc il y a un moment où c'est vraiment le moment de faire les gros scores, et après c'est trop tard, et avant c'est trop tôt. Donc c'est peut-être ça qui explique que tout à l'heure on n'arrivait pas à passer 6 fréquences. Tout à l'heure on plantait je crois à 106, là on est à 105, donc on va voir si le prochain palier passe. Bon, on va commencer à regarder un petit coup, à regarder les questions du chat. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été traitées? Je sais pas. Newell, il y a des choses auxquelles je peux répondre? Ouais, pour l'instant, c'est bon. Pour l'instant, c'est bon. Alors, on continue à monter la fréquence, et puis on voit que le score veut pas décoller. Bon, en même temps, on monte pas énormément. Hein. Là, on est à 100.6. Je passe à 100.7, donc j'ai mis 0,1 MHz de plus à l'horloge, et puis comme on a un coefficient qui est 67, ben je fais 67 x 0,1, donc ça vous donne un petit peu l'amplitude de chaque palier, c'est pas très haut. Hein. On doit monter voilà, de 7 MHz en 7 MHz, là je suis à 6747 MHz. Le plus gros score à ma connaissance, voilà, le plus gros score au monde, je crois qu'il est 100 MHz plus haut que nous. Donc là, déjà ce processeur-là est vraiment très bon, enfin est bon, et le processeur qui fait 6850, c'est juste un monstre quoi. Allez, un petit dernier essai, et puis après on laisse tomber. Là, je suis déjà à 85 volts, ce qui est vraiment beaucoup, quoi. Si ça passe pas, c'est que le processeur aime pas les volts et ça sert à rien de pousser plus, ouais. Bon, là, il veut pas. Un petit peu déçu, j'espérais que le processeur serait meilleur, parce qu'on m'avait dit qu'il était quasi 6.8. Donc quasi 6.8, c'est vraiment, je vais pas dire exceptionnel, parce qu'il y a mieux, mais c'est vraiment très bon. Là, on n'est même pas à 6750, c'est un petit peu décevant. Alors est-ce qu'on a mal réglé quelque chose? C'est possible, hein, on n'est pas parfait non plus. Hop, j'avais pas vu, je vous avais mis la torche devant la tête. Après on a d'autres benchmarks, parce que là on travaille donc sur Cinebench R15, et Cinebench R15 il utilise les 4 cœurs et les 8 threads, et donc c'est un test qui est très lourd pour le processeur. Si jamais on fait un test qui est plus léger ou qui utilise moins de cœurs, on peut monter plus haut en fréquence. Et donc là, pour rigoler un petit coup avant de terminer le stream, on va faire ce qu'on appelle un suicide run. Suicide run, ça veut pas dire qu'on va tuer le CPU, enfin du moins on l'espère pas. C'est juste qu'on va essayer de monter le plus haut possible en fréquence avant que le processeur s'arrête. Alors si on voulait faire ça, normalement on devrait désactiver tous les cœurs sauf le meilleur, donc on devrait déjà couper l'hyperthreading, couper les 4 cœurs et en mettre qu'un. Là parce que j'ai complètement la flemme, je vais les laisser tous, j'ai pas envie de rebooter. Donc ça montera moins. Voilà. Si on était sur un cœur, ça irait plus haut. Comme le processeur fera rien du tout, on peut se permettre de mettre un peu plus de volts, de toute façon il chauffera pas. Donc là, je pense que si on était sur un seul cœur, on pourrait mettre plus de 1,9. Moi, vu que j'ai pas envie de tuer le processeur juste pour faire
un petit suicide run, je vais laisser un 86. Et puis après, on va y aller directement, donc on va mettre 6-8. Hop. Donc là, on est à 6850. Donc 6850, le processeur il est capable de le tenir, mais si je lance un run, donc un Cinebench, clairement il ne passera pas. Il est capable, voilà, il est capable de rien faire, mais il ne sera pas capable de traiter un benchmark qui est lourd. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre l'horloge à 100, et puis on va mettre un coefficient de plus, comme ça on devrait arriver à 6,9 pile. Voilà, donc là on est à 6,9, et donc si je voulais sauvegarder mon score, quand on est sur CPU-Z, on appuie sur F7, et puis paf, ça doit faire une fichier de validation quelque part. Je sais plus où exactement où, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de max. Bon bah voilà. Et là vous avez un magnifique BSOD avec le code erreur 101 qui permet aussi de voir ce qui se passe. Donc 101, c'est juste que le corps est trop haut en fréquence. Mais bon, là on aurait pu s'en douter pour le coup à 6,9 ou qu'il n'y a pas assez de volts. L'autre code erreur qu'on voit souvent, je crois que c'est 124 ou 142, moi je suis un peu dyslexique donc des fois je mixe un petit peu. Le 124 c'est plus quand il y a un problème de cache. Allez, hop, il est reparti. Comme il a bien voulu repartir, on va juste essayer de désactiver... Oh, puis non, même pas. On va pas désactiver l'hyperthreading, ça va prendre trop de temps. Donc là, je vais laisser la configuration remonter en température. Alors, je vous récupère. Un petit coup d'œil sur la config. Bon, on voit toujours qu'elle est très froide. Hein. Et là, il n'y a pas trop de glace aujourd'hui. Alors, sur le godet, c'est aussi à cause de l'angle de la caméra. Vous voyez pas qu'il est tout blanc. Vu qu'on a fini la session, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Alors le fil est vraiment très très court. Hop. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Donc sur le godet, avant il y avait Beast écrit magnifiquement ici. Là on voit que ça a quand même pas mal gelé. Et donc plus la session sera longue, on peut... ouais non, ça va être trop sombre pour vous montrer l'intérieur. À la rigueur, j'ai un truc pour vous éclairer. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble quand on torche le godet, quoi. Et là, vu qu'il est vraiment froid, même si je mets la flamme directement sur la paroi, ça va pas la décongeler tout de suite, quoi. Hop. Ah. Alors voilà, bon ben je vais dire que l'objectif a été à moitié rempli. Je vous ai fait un petit tuto pour vous expliquer comment est-ce qu'on overclock en air vite fait, puis sous azote liquide plus précisément. On a essayé de faire un petit défi, donc pousser le processeur le plus haut possible en 30 minutes. Je pense que c'est pas mal réussi parce que déjà passer 6-7 c'est pas évident, et donc le faire en stream en moins de 30 minutes, l'objectif est accompli. Un petit peu déçu parce que voilà, j'espérais que le processeur irait frôler les 6-8, c'est pas le cas. Il faudra que je demande un petit peu à la personne qui l'avait testé avant moi, voir s'il avait des réglages différents, parce que là on a vraiment pas affiné, on y allait fort, on a tapé dans le voltage, dans le V-core, et puis on n'a pas essayé d'affiner les autres voltages, donc peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a mal fait, à voir. La prochaine fois, j'essaierai de vous présenter ce petit ustensile. Hop. Ouais. C'est quelque chose qu'on met sous la carte mère, parce que pour fixer le godet, comme le godet il fait 3 kg, comme le godet fait 3 kg, il y a des tiges de fixation, un peu comme ça, sauf que ça c'est pour un waterblock, donc c'est assez léger. Quand on met un godet d'azote liquide, on met une plaque un petit peu plus costaud, avec des tiges filetées qui sont beaucoup plus hautes. On les voit peut-être dépasser, on les voit un petit peu dépasser, donc aux quatre coins du godet. Et puis ces tiges filetées, donc elles vont chercher dans une plaque qui est cachée sous la carte mère, donc comme celle-ci. Et donc là, l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle a une petite cellule chauffante dessous. Donc quand on fait de l'overclocking extrême, on la met donc, à la place de celle-ci. Et puis, comme la cellule chauffe, eh ben, elle va empêcher la formation de glace et la carte mère de baisser trop en température. Parce que le processeur qui soit très froid, c'est bon, ça lui permet d'aller plus vite. Par contre, si la carte mère, elle gèle, après, il y a des problèmes au niveau de la stabilité de la RAM, il y a des problèmes de condensation sur les VRM, etc. Et donc, c'est pénalisant pour les sessions, surtout les sessions qui sont longues. Et donc, ce
ce petit dispositif qui est fabriqué par Kingping doit permettre de bencher beaucoup plus longtemps sans être ennuyé par la glace et par l'eau. Donc là, je peux pas vous dire si ça marche bien ou pas parce que je l'ai pas encore testé, mais prochainement, on se fera sans doute une petite session pour voir ça de plus près. Et ben voilà, j'espère que... Déjà, je vais vérifier s'il y a encore des questions. Et puis sinon, ben, je vais vous dire à bientôt. Alors, il y a des questions qui n'ont pas encore été traitées. Bon, bah, je crois pas. Je crois que Newell et puis Orion, surtout Newell, je vois pas beaucoup Orion. Orion, ça se trouve, il s'est barré. Ça m'étonnerait même pas. Il est en train de jouer à League of Legends. Hein? Ouais, c'est ça. On peut pas compter sur eux, les gars. Heureusement, il y a Newell qui tient la route parce que. Bon, en tout cas, merci à eux. Merci à vous d'avoir suivi un petit peu donc, ce stream. J'espère qu'on en fera d'autres. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao! Et la pâte, ça craque sur l'IHF. Hein. La pâte, ça craque sous l'IHS, c'est-à-dire? C'est ça. Bon, je sais pas. C'est un troll, mais par contre, Ouais, il y a Orion qui fait des petits trolls là en, en arrière-plan. Ouais. Il tente de le poisson. C'est ça. Bon, allez, ciao.